Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans un hors-série de 28 minutes de fin d'année consacré aux GAFA, les titans du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, en un seul mot, dont nos vies modernes dépendent. Plus d'un terrien sur 4 serait un utilisateur mensuel de Facebook. Les questions de sécurité des données, de conspirationnisme en ligne, de hacking à grande échelle et de liberté d'expression sont donc plus que jamais crucial. Notre invitée pour ce hors-série, Aurélie Jean, docteur en sciences, chercheuse, entrepreneuse, passionnée par les algorithmes de prédiction, la mécanique quantique, ainsi que la science des matériaux. Évidemment, elle touche sa bille, comme on disait à l'époque de la guerre des boutons. Avec Aurélie Jean, nous reviendrons sur la puissance des GAFA, les tentatives de les encadrer, de les réguler, voire de les démanteler, et sur les réseaux sociaux dépassés d'une certaine façon par leur propre influence et potentiellement dangereux pour la démocratie. Faut-il les forcer à modifier algorithmes et recommandations comme le réclamait cet automne la lanceuse d'alerte et ex-salariée de Facebook, Frances Haugen. On recevra dans la deuxième partie de ce hors-série Thomas Huchon. Il est journaliste d'investigation, il est spécialiste du complotisme en ligne et des infox qui s'épanouissent vénéneusement sur les réseaux. Et on terminera avec le mélodieux mélomane Mathieu Conquet. Bonsoir Aurélie Jean. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Vous étiez venue il y a un peu plus de 2 ans sur le plateau de 28 minutes. Vous êtes l'héroïne de ce hors-série et vous avez fait paraître à l'Observatoire Les algorithmes font-ils la loi, que je présente à nos amis téléspectateurs. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Évidemment, bonsoir Nadia. Et Claude Askolovitch. Bonsoir, cher Claude. Aurélie Jean, est-ce que vous pourriez expliquer à mon arrière-grand-mère qui est électronnée rappeler ce qu'est un algorithme? Bien sûr. Donc un algorithme, c'est littéralement un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine logique, dans le but de répondre à une question et de résoudre un problème. Mais Aurélie Jean, les algorithmes, c'est bien antérieur au numérique? Ah oui, déjà, votre ami mathématicien Euclide utilisait les algorithmes? Exactement. C'est-à-dire que le raisonnement algorithmique date de l'époque d'Euclide, nous 3 siècles avant notre ère, avec son œuvre magistrale Les éléments. Mais le mot, en fait, vient du nom latinisé algorithmie, du nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi, du 9e siècle de notre ère. À l'origine de l'algèbre aussi. Exactement, voilà. Le mot algèbre vient de son nom aussi. Aurélie Jean, vous l'aurez compris, cette Aurélie Jean, ça n'est pas n'importe quoi. Alors, un petit rappel, une mise au point par Amira Swilem autour de cette année 2021, année avec de grands bouleversements en ce qui concerne les GAFA. On en parle juste après avec vous. C'est la révolution à venir. Bienvenue dans le métavers, un univers parallèle peuplé d'avatars en 3D sur lequel planchent les ingénieurs de Facebook à la demande de leur patron Mark Zuckerberg. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. La pandémie a ralenti la majeure partie des activités économiques, mais elle a accéléré la croissance des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Amazon, devenu le plus grand magasin du monde, s'impose désormais dans la diffusion des images, comme Apple qui a lancé sa propre plateforme télé. Google offre, lui, une panoplie d'outils de travail en ligne, surfant sur la vague du télétravail. Résultat, Facebook et Apple ont doublé leurs bénéfices au premier trimestre de cette année, Amazon les a triplés. Face à cette santé économique insolente, les gouvernants tentent de réagir. Portée par 136 pays, une mesure vise à taxer les multinationales, dont les GAFA, à hauteur de 15% minimum de leurs bénéfices. C'est historique parce que pour la première fois, les géants du digital vont être réellement taxés. Et concrètement, ça veut dire que vous avez une multinationale, elle fait des profits en France, elle décide de les délocaliser dans un pays où elle ne paye que 1, 2 ou 3% d'impôts sur les sociétés, eh bien elle devra payer la différence à la France. Retombée attendue de cette mesure, 150 milliards de dollars d'impôts dans les caisses des États dès 2023. Mais la puissance des GAFA n'est pas qu'économique. Leurs fondateurs milliardaires se comportent parfois comme des hommes d'État sans État, capables de clouer le bec aux plus grands dirigeants de la planète. Facebook a décidé de suspendre le compte du président Trump le lendemain de l'insurrection sur le Capitole. Une décision sans précédent et très remarquée. Facebook ne s'attendait pas à ce qu'un homme d'État, et encore moins le président des États-Unis, utilise sa plateforme pour inciter à la violence. Alors, les GAFA fixent-ils désormais les règles de nos démocraties ? Face au cercle très fermé des géants de la Silicon Valley, les États font-ils encore le poids ? Avec nous donc Aurélie Jean pour évoquer ces révolutions qui se préparent, notamment le métavers. On a vu au début de la mise au point des images hallucinantes avec Mark Zuckerberg, mais exultant.
joyful. C'est ça ce qui nous attend, Aurélie Jean, un casque de réalité virtuelle sur la tête et on aura des avatars et on vivra, on rencontrera, on aimera, on consommera dans un monde virtuel. Alors déjà, le métavers, Oui. et la contraction de méta et univers, Oui. n'est pas un concept nouveau. Il faut le dire, et ce n'est pas un concept de Facebook, enfin de Meta, ce qui est anciennement Facebook. C'est ça. Parce qu'ils ont aussi redonné un nouveau nom cette année à la société. Le métavers, en fait, est un univers qui existe depuis très longtemps, qui existe d'abord dans le milieu du divertissement, dans les jeux vidéo. Donc ça vient de là. Ça a été beaucoup développé pour le jeu vidéo, mais aussi dans l'éducation. On en parle peu, mais par exemple, tous les simulateurs d'éducation, par exemple les simulateurs de vol pour la formation des pilotes. Ou encore, c'est utilisé dans la santé, avec des casques, par exemple, pour le traitement de la douleur chez les enfants. Donc il y a des choses qui sont essayées, des choses qui existent. Le métavers de Facebook ou de Meta est encore des différences. C'est dans le domaine du divertissement, pas du jeu, mais du divertissement, où par exemple, on va pouvoir jouer aux cartes, comme ici il est présenté dans la petite vidéo, jouer aux cartes avec des amis qui sont aux quatre coins de la planète, mais dans un espace virtuel numérisé. La vraie question, en fait, c'est qu'est-ce que Meta, anciennement Facebook, va faire avec toutes les données comportementales qu'ils vont récolter à une échelle beaucoup plus fine que le simple fait d'aimer ou de partager un contenu sur Facebook. C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces informations ? Parce que pour vous, le sujet, ce n'est qu'une nouvelle ruse de Facebook pour nous pomper nos données, ce que nous sommes. J'ai une question pour vous. Vous avez été formé aux meilleures écoles. Vous êtes surdoué, comme M. Zuckerberg, peut-être autrement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire carrière dans les GAFA, où on peut s'épanouir, où on peut chercher, où on peut jongler avec les algorithmes ? Alors moi, j'ai travaillé pour un grand groupe. J'ai travaillé pour Bloomberg quand j'étais à New York, donc qui est le Google de la finance en fait. Et en fait, moi, si j'en suis partie, c'est tout simplement parce que je voulais monter ma société et faire ce que j'avais envie de faire, reprendre la recherche, enseigner, enfin voilà, avoir des activités très diverses. C'était pas un choix éthique, c'était pas un refus de ce que sont ces entités. Non, pas forcément. Par contre, je sais qu'il y a des entreprises dans lesquelles je n'irai pas pour des raisons éthiques, de par leur absence de politique de diversité ou leur absence de pratique. Par exemple alors, ça a beaucoup changé, mais par exemple, moi, quand j'ai été embauchée à Bloomberg en 2015-2016, j'avais été aussi chassée par Amazon. Et à l'époque, je n'aurais pas candidaté, alors que j'ai candidaté dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai été prise. Pourquoi parce que Amazon n'avait pas de politique de diversité, ce qui pour moi était un problème, en fait, ne reconnaissait pas. Voilà. Depuis, ils ont changé. Mais vous voyez, c'est important aussi ce genre de choses. À propos de Bloomberg, il paraît que votre patron, quand vous travailliez chez Bloomberg, est venu vous voir un jour en vous disant « Est-ce qu'on pourrait imaginer que grâce à un algorithme, on va pouvoir mesurer les impacts d'un coup d'État sur les indices économiques d'un pays ?» Et vous lui avez répondu « Non, je ne veux pas ». Non, alors en fait, on a essayé. On a essayé parce qu'en fait... Ah, vous avez quand même essayé. Voilà, on a essayé parce que l'idée était bonne. L'idée était de dire... Est-ce qu'un coup d'État, comme vous l'avez très bien dit, comment anticiper les effets sur l'évolution d'indices économiques de pays ? Pour ça, mais comment capter un coup d'État ? Et l'idée, c'était d'aller capter sur des réseaux comme Twitter des signaux faibles de mouvements de foule, d'échanges excessifs de manière accélérée d'un pays. Comme ceux qui auraient précédé l'assaut sur le Capitole, par exemple, aux États-Unis, donné cette année. Et en fait, on l'a fait, et ça a plutôt bien marché. Mais ça n'a pas marché complètement. Et ça, par exemple, je ne me souviens plus du tout des pourcentages, mais ça n'a pas marché dans la majorité des cas. Enfin, même si ça marchait pour 80% des cas, il y avait 20% des cas où ça ne marchait pas. Je vous donne un exemple concret, et j'en parle dans mon premier livre. Il y a eu une fois, en fait, où pour un pays, je ne comprenais pas. Il y avait un pic de commentaires de la part du peuple de ce pays envers son président, mais sans véritablement d'évolution de l'indice économique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas un coup d'État, je ne comprends pas. Au début, j'ai pensé que c'était un bug, une erreur. Et en fait, j'ai réalisé que c'était le jour de l'anniversaire du président et que la foule était exaltée. Voilà, de souhaiter l'anniversaire de leur président sur Twitter. Donc c'est intéressant, ça démontre en fait la force des algorithmes, puis ça démontre aussi parfois l'humilité que nous on doit avoir humain face aux données qu'on va récolter sur les scénarios, les comportements, les individus et ce qu'ils représentent. Et je vais même vous dire, même si votre outil fonctionne dans 95% des cas, eh bien 5% des cas où il ne fonctionne pas, il faut regarder si ces 5% peuvent faire du mal. Voilà. Juste une question, Claude a évoqué de manière délicate le fait que vous ayez été diagnostiqué surdoué à l'âge de 6 ans, mais c'est une réalité. Ça a été un problème ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je l'ai su très tard, en fait. C'est-à-dire que mes grands-parents m'ont complètement protégée. Et c'est bien après, parce qu'en fait, j'ai refait un test à 33 ans, pour d'autres raisons, et j'en ai parlé à ma grand-mère qui m'a dit, bah oui. Le second a corroboré le premier. Voilà, elle m'a dit, bah oui, bien sûr, à 6 ans, on t'avait testé, donc voilà. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il faut être, sinon surdoué, du moins très éduqué, très balèze, très fort, pour appréhender le monde qui nous vient? Est-ce que des êtres ordinaires ne peuvent pas tout simplement se sentir démunis, alors que vous avez l'air parfaitement calme? Et électroné, alors, Claude, n'oubliez pas. Ouais, je dirais différents points. Je pense qu'on peut expliquer les choses, même des choses compliquées, de manière simple,
sans simplifier trop pour éviter de déformer la réalité. Et je peux vous assurer, Claude, il est possible d'expliquer un minimum comment les algorithmes fonctionnent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'expliquer ce que c'est une donnée, d'expliquer ce que c'est le RGPD, le texte de protection européen des données à caractère personnel, d'expliquer vos droits, d'expliquer comment est construit un algorithme. Et c'est ce que je fais avec mes livres, ce que j'essaie de faire avec mes livres. Et on peut ne pas avoir peur des GAFA. Alors, il ne faut pas avoir peur des algorithmes, il faut avoir peur des gens qui éventuellement introduisent des biais. Utilisent. Voilà. Parce que même un algorithme qui a été bien pensé et bien fait, il peut être mal utilisé. Donc c'est assez multi-échelle et multidimensionnel en fait. Ouais. Nadia, justement, on en parle avec vous. Oui, parce que c'est un débat assez récurrent sur le plan éthique. Les algorithmes qui nous entourent, et vous le disiez, ils sont absolument partout. Ils sont assez souvent accusés de racisme ou de sexisme, ou les deux. L'un des problèmes les plus connus, ça repose sur la reconnaissance faciale, c'est-à-dire cette technologie qui permet de distinguer notamment un visage. Des cas de biais ethniques ont été prouvés, recensés, documentés aux États-Unis surtout. On peut citer par exemple cette chercheuse du MIT qui a réalisé qu'un logiciel ne détectait pas sa peau noire, mais qu'il réagissait presque immédiatement quand elle portait un masque blanc. Il y a le cas de l'algorithme qui va proposer des meilleurs crédits ou des meilleurs soins de santé aux blancs qu'aux noirs, et peut-être pire encore, des voitures autonomes qui esquivent mieux les piétons blancs que les piétons noirs. En quoi est-ce que c'est paresseux, c'est ce que vous dites, d'accuser directement les algorithmes de racisme? J'aime beaucoup le terme paresseux, parce que c'est exactement ça. C'est facile parce qu'en fait, c'est d'une part ne pas comprendre comment un algorithme est fait et est utilisé et comment il fonctionne. Et surtout, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que vous pouvez accuser l'algorithme et après on dit « what's next ?» C'est ce qu'on fait après ça. Et en fait, on ne fait pas grand-chose. Alors que si on essaie de comprendre d'où vient l'erreur et qui l'a introduite, et quand je dis qui, ce n'est pas une personne en particulier, c'est un ensemble de personnes. C'est beaucoup plus complexe, voilà. Et à la fin, d'essayer de le résoudre. Parce que si vous blâmez l'algorithme, vous ne trouverez pas de solution. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Et dans ce cas-là précis, et c'est le sujet de mon livre, hein, c'est que il ne faut pas être paresseux, pour reprendre votre terme, j'aime beaucoup, même côté du concepteur et du propriétaire de ces outils, pour pouvoir les développer correctement, pour pouvoir les tester correctement. Et là, c'est des choses qui auraient pu être évitées par des tests massifs, même une fois que l'algorithme est utilisé parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs. C'est des choses qu'il faut imposer aujourd'hui par la loi. Encore une question, je crois que vous déplorez, même si vous êtes parti aux États-Unis, maintenant vous vivez des deux côtés de l'Atlantique, et vous déplorez qu'il n'y ait pas de GAFA européens. Et on le déplore aussi, sans doute tous. Oui, non, comment se fait-il? Les gens pensent que les GAFAM ont grandi seuls indépendamment de l'État américain. Mais en fait, l'État américain investit beaucoup d'argent. Hein. C'est des start-up qui viennent en fait, du milieu de la recherche privée au public, donc de résultats de recherche qui sont translatés vers un cas industriel. Donc je pense que c'est une question de financement, les moyens qu'on met en place. C'est aussi une question de vision. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas passer pour la réac, parce que je ne suis pas réac, mais c'est vrai qu'on a eu des grands projets avec des gens comme Pompidou, De Gaulle, des grands projets visionnaires. On a mis de l'argent, des moyens. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose en fait après. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il faut une vision, il faut une impulsion, et surtout à l'échelle européenne. Il ne faut pas penser France. Je pensais que vous alliez dire aussi, et il faut que les filles s'y mettent. Parce que bien c'est aussi sûr, votre grand combat. Les filles doivent coder. Les filles doivent s'y mettre. Merci. C'est ça? Il faut que les filles s'y mettent, parce que vous savez, on a besoin de talent. On a besoin de talent, et comme vous l'avez dit, on a besoin de talents divers, puisqu'on a besoin de faire des outils pour tout le monde, par tout le monde. Et donc oui, on a besoin de filles. Et les filles, 50% de l'humanité, donc autant en profiter. Non mais dis. Bon, alors, Aurélie, on va vous retrouver dans un instant, mais d'abord on va s'intéresser à la cybersécurité qui semble devenue un des principaux enjeux du 21e siècle. 2021, deuxième année de la pandémie, a vu des cyberattaques, notamment contre des systèmes informatiques de nombreux hôpitaux français. Comment protéger les infrastructures digitales contre le cyberterrorisme? Voici un résumé des débats que nous avons eus sur ce plateau à ce propos, et on vous retrouve juste après. 436, c'est le nombre de procédures pour des attaques au rançongiciel en 2020 contre 148 seulement l'année d'avant. En 2019, c'est quand même multiplié par 3. Et puis là, rien que depuis le début de l'année, une quarantaine. C'est un phénomène exponentiel aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit le traduire? Oui, je pense. C'est surtout qu'on arrive au bout d'une dynamique de professionnalisation des groupes de pirates. On n'est pas du tout, faut tordre le cou au cliché de l'adolescent dans le garage ou le grenier de ses parents. C'est vraiment des gangs, des délinquants, bandes organisées qui rançonnent leurs victimes et qui, avec les quantités colossales d'argent qu'ils arrivent à rançonner, réinvestissent, se réorganisent, se spécialisent dans certaines tâches de la chaîne de l'attaque pour plus d'efficacité et pour au final faire d'autant plus de victimes. Et ça explique, je pense, l'explosion en 2020.
On a des technologies qui sont humaines, il va falloir analyser les environnements. C'est-à-dire qu'on a tous intérêt à apprendre, et c'est d'ailleurs une des particularités du domaine de la cybersécurité, c'est le partage d'expériences. Vous avez des réunions où se tiennent des concurrents qui vont parler entre eux de qu'est-ce qui t'est arrivé, de manière... Il ne s'agit pas de pointer du doigt, de stigmatiser, mais de comprendre. Pourquoi ? Parce que souvent, on va avoir des infrastructures qu'on va retrouver chez un tel ou chez un tel. On a eu le même cas avec TV5. TV5 a été piraté. Moralité, tous les patrons de médias se sont réunis parce que ce qui est à France Télévisions, c'est également présent à Arte, c'est également présent à TF1, etc. Et donc, on est peut-être concurrents dans le domaine commercial, mais en fait, dans les éléments techniques, on a besoin de se retrouver parce que personne n'a la science infuse et tout le monde a envie que ça marche. Enfin, globalement, on est plutôt prêt à batailler à la loyale. Par contre, on a des dysfonctionnements qu'on n'a pas forcément identifiés et on partage l'information de manière à ce qu'on documente les modes opératoires et les moyens de se protéger. Christine Dugoin-Clément, l'hôpital est une cible de choix? Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, qui est normalement une très bonne chose, la médecine se modernise, notamment avec énormément d'IoT. Tous les objets que l'on va avoir connectés. Alors vous en avez qui sont de plus en plus à visée médicale, on parlait des pompes à insuline, tout ce genre de choses. Or, si ça contribue très largement au bien-être des patients, quand on les crée, on pense justement à ça, au bien-être des patients, pas forcément au système de sécurité. Ce sont autant de portes d'entrée. C'est-à-dire que même si l'objet connecté lui-même ne porte pas de données du patient, ça peut faire des portes d'accès vers des serveurs qui, eux, contiennent ces données. Donc vous avez cette superficie-là. Vous avez le fait qu'on va aller de plus en plus sur des travaux collaboratifs, donc connexion avec des postes différents. Autant de failles de fragilité. Et puis, il y a aussi d'autres hôpitaux qui sont malheureusement en souffrance économique et qui ont du matériel hors d'âge. Et bien là aussi, c'est compliqué de s'opposer. Il faut bien comprendre aujourd'hui que ces infrastructures digitales, c'est les ponts, les routes, les chemins de fer, les gares du monde digital, du 21e siècle. Donc on a intérêt à il faut les investir protéger pour les de la même consolider. manière. Est-ce qu'on protège aujourd'hui nos systèmes informatiques de la même manière qu'on a un sentinelle pour les aéroports, les gares? Probablement pas. Et deuxième chose, il faut une culture, il faut une vraie culture de la sécurité, ce qui passe probablement par vraiment une éducation. Et là, le politique a un rôle à jouer de faire prendre conscience. En résumé, Aurélie Jean, plus nous sommes connectés, plus nous sommes vulnérables? Oui, parce qu'en fait, le vrai enjeu derrière ça, ce sont les données. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'objets connectés les uns avec les autres, ce qu'on appelle l'IoT qui a été défini ici. Donc on a de plus en plus d'informations. Ce qu'on va pirater, c'est les informations pour les récolter ou tout simplement avoir une rançon en échange. Voilà. Claude? Il y a quelque chose de, pardonnez-moi, de terrifiant. Traditionnellement, les militaires nous protègent des ennemis, la police nous protège des bandits, mais là on a l'impression que dans le nouveau monde, notre sécurité nous revient et nous passons notre temps à être imprudents malgré nous. Est-ce qu'on peut nous rééduquer totalement sans nous rendre parano? Alors, je ne pense pas que vous, individuellement, vous soyez une cible. En général, ces individus ou ces organisations vont cibler des organisations, des chaînes de télé, des États, des organismes de santé, comme on l'a vu, pas mal de choses. Donc, ce n'est pas vous individuellement. Cela étant dit, vous devez avoir des bonnes pratiques d'usage de ces technologies pour ne pas se faire avoir, pour ne pas donner son mot de passe à n'importe qui, ne pas le donner tout simplement. Je pense qu'après... Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Ou est-ce que c'est l'équivalent de... ferme ta porte à double tour avant... Je pense que c'est ça. Après, il ne faut pas... par exemple, la défense travaille, la cybersécurité au ministère de la Défense en France ou la défense en général dans les pays, ils sont très très bons et ils travaillent beaucoup à rendre les systèmes encore plus sécurisés, à se protéger. Enfin, ne pensez pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire, quoi, vraiment. Alors, la protection des données personnelles, RGPD, vous nous expliquez de quoi il s'agit? Bien sûr, donc c'est un texte de régulation des données à caractère personnel. Et c'est une fierté car c'est européen? Ah oui, c'est une fierté parce que ça marche et que ça a inspiré un texte américain, quand même. Oui. C'est une révolution parce qu'en fait, on a régulé, on a encadré, on a réussi à rentrer dans un paradigme qui est d'autoriser la collecte des données à caractère personnel tout en l'encadrant fermement. Et ça a inspiré le texte californien qui s'appelle le CCPA, pour California Consumer Privacy Act, qui est reconnu dans l'État de Californie et d'autres États aux États-Unis et qui va un jour... Mais qu'est-ce que ça change concrètement à la vie de l'internaute européen? Et effectivement, on va recueillir notre consentement sur les cookies, mais qu'est-ce que ça change? Alors le consentement, déjà, j'en parle, c'est hyper important parce qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que vous reconnaissez que l'Union européenne est votre meilleur avocat. S'il y a un souci et que le consentement n'est pas bon, on va lui tomber dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Vous maîtrisez vos données à caractère personnel. Je vous donne un exemple. Les gens ne se rendent pas... Le droit à l'oubli, vous avez le droit de demander à effacer vos données.
Et ça, c'est très important. Un autre point important, les gens n'y pensent pas, mais par exemple, avant ce qui compte aujourd'hui, c'est où la data est collectée, les données sont collectées. Je m'explique. Si vous êtes une entreprise américaine et que vous avez des utilisateurs en France et que vous collectez ces informations en France et que vous les stockez sur un serveur américain, peu importe que les informations soient sur le serveur américain, vous devez être conforme au RGPD puisque vous avez collecté les données sur le territoire européen. C'est un grand changement. Voilà. Néanmoins, Aurélie Jean, que peuvent des citoyens face à des bouleversements comme l'ouverture à Shanghai à la fin du mois de novembre dernier, donc il y a à peine un mois, un peu plus d'un mois, du Shanghai Data Exchange, autrement dit une bourse de données où on achète et où on vend. Les Américains ont même fait des propositions pour que les citoyens dont les données s'échangent et éventuellement fabriquent des bulles spéculatives pour que ces citoyens soient rémunérés. Alors, ça c'est interdit dans le RGPD. On ne peut pas vendre ces données, ce qui est différent du texte américain. Par contre, on peut profiter d'un service dont nos données alimentent le modèle économique. C'est le cas de tous les outils quasiment qu'on utilise, qu'on pense être gratuits. Nos données enrichissent quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Et en échange, on utilise un service gratuitement. Donc ça, c'est première chose. Donc on ne peut pas vendre ces données. Maintenant, je trouverais ça intéressant qu'on ait un débat sur ce sujet. Parce que je trouve ça intéressant, l'idée de se dire, est-ce qu'il serait possible... J'ai envie qu'il y ait un débat, il n'y en a pas. Voilà. Un débat public. Un débat citoyen, voilà. Est-ce que légalement c'est possible? Est-ce que c'est de monétiser nous-mêmes nos données? Voilà. Est-ce que c'est possible? Gagner de l'argent. Et peut-être que c'est une mauvaise idée, mais en fait, il y a une absence de débat. On refuse d'en parler. C'est un tabou? C'est un tabou, les gens? Écoutez, je pense que c'est marrant parce que j'avais lu le livre de Gaspard Koenig, La fin de l'individu, où il en parle. Et justement, il explique que son analyse, c'était que les données étant une extension de notre corps et que dû à notre passé judéo-chrétien, notre corps ne nous appartient pas complètement. Et donc, ça expliquerait le pourquoi du comment. Alors, nous allons nous intéresser à l'agressivité des échanges sur les réseaux sociaux qui produit des effets sur le monde réel. Et on l'a vu évidemment au début de l'année avec ce fameux assaut lancé contre le Capitole. Comment prévenir, comment contenir la haine en ligne? Les sites sont-ils responsables des contenus haineux? Un résumé des débats à ce propos. Et on vous retrouve après Aurélie Jean. Que sont ces plateformes? Ce sont des omnis, on pourrait dire, des objets médiatiques non identifiés. À la fois hébergeurs, c'est-à-dire uniquement place publique, voilà, vous créez une place publique où les gens viennent parler, et puis aussi un petit peu, par la force des choses, éditeurs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir rendre des comptes aussi sur ce qui s'échange sur cette place publique. C'est une place publique qui est privée. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez frappant qu'un président américain en exercice puisse être interdit de parole, alors officiellement évidemment en fonction de ce qui a été dit, mais en réalité, on a bien l'impression qu'il y a une forme d'arbitraire. Et vous savez ce que disait Montesquieu, il faut, pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, que le pouvoir arrête le pouvoir. Dans les institutions politiques, il y a des contre-pouvoirs. Dans les entreprises privées, on n'en a pas. Parce que la justice française peut tordre le bras à Twitter et pour qu'ils nous disent comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils modèrent ou pas d'ailleurs. C'est vrai que Twitter, c'est vraiment un cas très particulier. C'est à la fois l'espace du débat en ligne, mais par rapport à d'autres plateformes comme YouTube ou Facebook, c'est un espace qui est beaucoup moins modéré que les autres. Et alors que Facebook ou YouTube ont commencé à publier beaucoup d'informations sur leurs pratiques de modération, tout en disant ce qu'elles veulent bien nous dire, évidemment, Twitter va un peu à l'encontre de ce mouvement. Est-ce que la justice peut réussir à tordre le bras à des firmes qui sont américaines, qui répondent du droit américain, où les données sont hébergées dans d'autres pays? C'est toute la complexité de ce type de dossier. Le cœur du problème, c'est bien ces algorithmes qui ont dépassé un peu leurs propres créateurs. Alors effectivement, quand on regarde les Facebook Files, en fait, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de la modération, qui est un sujet extrêmement important et qui implique en partie les algos. Et il y a donc ces fameux algorithmes qui sont en fait des programmes chargés notamment de recommander des contenus sur le fil d'actualité de Facebook. En fait, ils ont tellement grossi, si vous voulez, qu'en fait, ils ont un peu perdu le contrôle de leurs algos, quoi. Et donc, ils ont un petit peu de mal, eux-mêmes, les ingénieurs de Facebook, à comprendre comment ces algorithmes fonctionnent. Pas du tout, d'accord, Joël Toledano? Non, vous avez vu les résultats financiers. Colossaux, ils ont bien augmenté. Leurs algorithmes, ils sont là pour avoir des résultats financiers. Optimiser les résultats. Après, le moyen de les avoir, c'est que les gens communiquent. Mais il se trouve que c'est aussi que les gens communiquent d'une certaine façon, de façon plus agressive qu'empathique, etc. Donc, par rapport à leur objectif principal, qui est de gagner de l'argent, contrat rempli. Il y a des dégâts collatéraux. Et effectivement, par rapport à leur objectif numéro 2, mais vraiment numéro 2, d'éviter qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent, ils n'arrivent pas toujours à les éviter. Vous donnez la liberté de vous exprimer
n'oblige pas à ce qu'on vous donne la liberté ou les moyens plutôt de diffuser fortement votre expression. Et donc, on commence à réfléchir au fait que si vous êtes haineux, si vous vous comportez mal en ligne, et peut-être que, oui, vous aurez le droit de continuer de dire ce que vous dites, mais on va peut-être pas le diffuser à des millions de personnes. Voilà. Et donc ça veut dire que du coup, on bascule vers autre chose, c'est-à-dire finalement à une modération qui, je crois, de plus en plus, va être celle des algorithmes. Et ça veut dire que du coup, pour la puissance publique, il y a un enjeu, que ce soit elle, parce que je crois que en démocratie, c'est comme ça que ça doit fonctionner, que ce soit elle qui régule et qui fixe un cadre. Et tout le monde l'a constaté, vous remontez à une discussion sur Twitter assez vite, c'est souvent d'une violence vers la balle incroyable. Eh ben non, et je pense que d'ailleurs, de toute façon, c'est valable d'ailleurs pour tout débat public. Aurélie Jean, vous avez tiqué lorsqu'un de nos intervenants disait d'une certaine façon, les créateurs des algorithmes ont perdu le contrôle de leurs algorithmes. Oui, parce qu'en fait, moi je fais très attention aux éléments de langage, surtout aujourd'hui. Et c'est vrai que de dire que les créateurs sont dépassés par leur algorithme, c'est être loin de la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut ne pas comprendre une réponse algorithmique, on peut ne pas comprendre un comportement, mais cela ne nous dépasse pas. Je veux dire, on fait un pas en arrière, on analyse l'algorithme. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent. Il ne faut pas voir ça comme le Frankenstein de l'algorithme qui nous échapperait et qui serait hors contrôle. Parce que c'est faux, en fait. Comment peut-on tenter de faire diminuer la haine en ligne ? Il y a notamment différentes techniques qui permettraient de ralentir les clics, la friction. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle économique de ces plateformes aujourd'hui est appuyé principalement sur notre consommation. Donc plus cette consommation est en plus massive et accélérée, voilà, forcément ça va engager davantage la plateforme, ça va permettre d'avoir plus de revenus. Bon. Cela étant dit, par différents moyens, comme la pub par exemple. Cela étant dit, il est bien évident que tout ce qui est contenu transgressif, polémique, haineux va être davantage partagé. Donc ce qu'il faut, c'est d'une part revoir l'algorithme de suggestion de contenu qui ne va pas suggérer qu'à partir de la consommation sur des temps courts et massivement. Je vous arrête. Qui va revoir ? Qui doit revoir cet algorithme ? Les propriétaires. Via des modérateurs ? Non, pardon. Par exemple, prenons Twitter. Oui. Twitter, voilà, ce sera plus simple. Twitter doit reprendre ces algorithmes. Vous savez, il y a plein d'algorithmes qui tournent, tous ne sont pas mauvais. Il faut pas du tout. Il faut qu'ils revoient leur algorithme de suggestion de contenu. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils revoient leur modèle économique. Non, pardon, parce qu'on nous suggère spontanément, ou plutôt à la suite d'une série d'équations, des choses avec lesquelles nous sommes déjà d'accord. On alimente notre bulle cognitive, notre bulle d'opinion, et donc nos détestations. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part ce que vous avez dit, à savoir la bulle, c'est-à-dire qu'on est catégorisé en fonction de la similarité statistique de nos comportements qui va être d'aimer un contenu, de le partager, de le commenter, les gens qu'on suit, les gens qui vont nous suivre. On est dans des classes et on va utiliser... On ne nous soumet que ce qui ressemble à il y a ça, premièrement. Mais il y a deuxièmement, où vous pouvez être amené, Claude, à voir des contenus dans lesquels vous n'adhérez pas du tout, mais qui vont vous énerver et vous allez pouvoir commenter. Et ça, c'est une deuxième partie de l'algorithme de suggestion qui est, lui, basé sur la consommation effrénée. Sur la radicalité. Voilà, on encourage la radicalité. On sait que la radicalité, on sait que les contenus transgressifs polémiques font débat. Et quelqu'un l'a très bien dit dans les extraits, c'est ce qu'on voit dans la société. Ce n'est juste qu'un révélateur multiplié par 10 000 de ce qui se passe dans la vraie vie. Et quand vous dites Twitter serait forcé de revoir son modèle économique, ça veut dire que ce serait moins rentable ? Non, ça veut dire qu'il faut être rentable. Plus d'éthique ou plus de vertu serait tout aussi rentable ? Voilà, il faut. Ils ont quand même des revenus de l'ordre de budget étatique, donc ça va, ils vont bien. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il faut revoir le modèle économique. Et vous savez, parfois faire, excusez-moi, mais faire moins d'argent, mais le faire mieux, et d'avoir une pérennité et de minimiser son risque réputationnel, c'est aussi une stratégie à long terme. Quand Trump est censuré par Facebook, Facebook se pose comme un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, mais c'est une entreprise ? Alors moi, c'est marrant parce que... Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai pas du tout réagi de la même manière que tout le monde. J'étais à Los Angeles quand ça s'est passé, donc on regardait ça en direct à la télé. Premièrement, Trump est un utilisateur comme les autres sur Twitter, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est soumis aux conditions générales d'utilisation, et dans les conditions générales d'utilisation, il est dit que Twitter peut vous bloquer à tout moment. D'accord, premièrement. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'hypocrisie sur tout ce qui a été dit à l'issue de cette décision de la part du Twitter, parce que pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de dire que Twitter ne prenait pas ses responsabilités, Twitter n'agissait pas, Twitter ne fait rien, et pour une fois que Twitter considère Trump comme un utilisateur lambda, on lui tape dessus. Alors après... Il y avait une hypocrisie fantastique. Bien évidemment. Trump a fabriqué Twitter qui a fabriqué Trump, et un jour, ils ont dit stop. Et d'ailleurs, Claude, ils ont dit stop un mois avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Donc c'est moins d'un mois, puisqu'en fait il est parti, donc c'était le 6 janvier, Biden est arrivé le 22 janvier. Donc voilà, c'était 20 ou 22 janvier. Donc il ne prenait pas de risque, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis du pouvoir américain et voilà, du pouvoir exécutif. Donc, mais en tout cas, il y a eu des hypocrisies un peu partout, c'est ça que je veux dire en fait.
Claude. Mais est-ce que cette hypocrisie montre qu'à un moment donné, on ne pourra pas se contenter de solutions techniques, d'expertise, d'intelligence, de modération, mais qu'il faudra faire des choix politiques, décider politiquement de bloquer la puissance de ces entités ? Vous avez raison, c'est une décision politique. Il y a de la technologie, mais la technologie ne peut pas tout. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis persuadée que ces acteurs-là, Twitter, Facebook, tout ça, souhaitent être régulés. Ils ont voulu être régulés sur les données à caractère personnel parce qu'ils se rendaient bien compte en fait qu'il fallait vraiment que ce soit fait et que qui allait le faire, et donc c'est la régulation par l'État. Et concernant aujourd'hui ce qui se passe avec les algorithmes, moi je pense que de bien faire ces algorithmes, de bien les tester, de bien les développer, c'est un différenciateur économique. Cela étant dit, aujourd'hui il y a tellement des enjeux économiques puissants de la part de ces acteurs que le premier qui va faire un pas va peut-être perdre de l'argent au début. Du coup, ils attendent que tout le monde soit mis au pied d'égalité à travers une régulation de l'État. Aux États-Unis, il était question de démantèlement. De ces acteurs, c'est impossible ? Non, je pense que c'est possible parce qu'en fait, il y a le droit à la concurrence aux États-Unis qui a déjà agi pour éviter, par exemple, des fusions. Pas dans le cas des GAFAM, d'autres choses, que ce soit la télécommunication. Mais dans le cas des GAFA Je pense que c'est possible. Enfin, moi, ça me paraîtrait pas. Alors ça, c'est une vision économique, pour le coup. C'est une vision économique parce que c'est un monopole face à des plus petits acteurs. Et je ne serais pas étonnée un jour que ce soit abordé parce que ça paraît aussi légitime... le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir d'innovation. C'est-à-dire que quand vous avez des gros acteurs, en fait, on ne peut pas innover quand on est énorme, comparé à des plus petits. Voilà. Vous êtes une petite actrice, moi, je suis toute petite actrice, entrepreneuse. Alors, 2021, on continue ce hors-série consacré au GAFA. C'est l'année qui a vu QAnon, One Nation et d'autres mouvances conspirationnistes prospérer sur les réseaux sociaux. Cela selon une note du service central du renseignement territorial français, donc datant de juillet dernier, qui pointait aussi le rôle du complotiste français Rémi Daillet, proche de l'ultra-droite, mis en examen d'ailleurs il y a quelques semaines pour avoir élaboré un projet de coup d'État en France. La pandémie très anxiogène a-t-elle favorisé le complotisme sur le web ? Eh bien, pour y répondre, Aurélie Jean, vous allez avoir à côté de vous un homme que nous invitons à nous rejoindre, Thomas Huchon, journaliste, enquêteur, réalisateur. Bonsoir Thomas Huchon. Pour mémoire, votre documentaire « Comment Trump a manipulé l'Amérique », c'était en 2017. Donc je vous pose cette première question. Est-ce qu'effectivement la pandémie a fabriqué une sorte de contexte incroyablement anxiogène qui a vu prospérer toutes sortes de thèses complotistes, haineuses et conspirationnistes ? C'est lié ? D'une manière générale, tous les grands moments de crise dans l'histoire de l'humanité ont favorisé les contre-discours et ont favorisé aussi les croyances. Vis-à-vis des élites, la défiance et les grandes croyances. À l'époque de la peste bubonique, on accusait au Moyen-Âge les Juifs de mettre la maladie dans les puits. On retrouve aujourd'hui un petit peu le même genre de logique, à la fois parce qu'on a peur, et donc on ne sait pas très bien comment faire, et aussi parce qu'on n'a pas de solution immédiate. Et finalement, le complotisme vient combler ces deux manques. À la fois, il nous rassure, parce qu'il nous propose une solution, et il nous désigne bien souvent un grand coupable. Et si on élimine ce grand coupable, en l'occurrence, en ce moment, Bill Gates, l'OMS, Big Pharma, Emmanuel Macron ou Thomas Huchon, parce que j'ai moi-même droit à mes propres manifestations anti-vax dans mes conférences désormais, je crois qu'il y a quelque chose effectivement de très, très inquiétant à ce qu'un phénomène de l'ampleur de la pandémie nous fait un petit peu dévier. Ça perturbe la société dans sa totalité et ça perturbe notre rapport à la réalité. Vous voyez sur les images qu'on voit derrière vous, tout un tas de gens qui manifestent. On sait, à la fin de la journée, on ne sait même plus très bien pourquoi ils manifestent. Et parfois même, ils vont manifester sur la base d'informations totalement erronées. On a vu des regroupements anti-vaccins aller perturber, par exemple, un enterrement d'une jeune fille qui était soi-disant morte suite à sa vaccination. En l'occurrence, au moment de ce rassemblement, il n'y avait aucun élément qui permettait de le dire. Et les manifestants, certainement bien intentionnés, ne comprenaient pas que les gendarmes les repoussent à la demande de la famille. Ils disaient, mais sur Facebook, j'ai lu qu'il fallait que je vienne. J'ai fait des centaines de kilomètres pour venir. Et on a d'autres cas. On a un leader gilet jaune qui s'est rendu carrément, lui, en Italie pour aller soi-disant constater des mobilisations énormes de camionneurs qui bloquaient le pays, alors que tout ça était basé sur une photo qui était prise en Grande-Bretagne. Il aurait pu s'en rendre compte en voyant que les camions arrêtés sur cette autoroute roulaient du mauvais côté de la route. Alors, vous considérez qu'il faut contrôler les algorithmes et vous allez diverger avec Aurélie Jean sur cette question. Je sais bien que nous avons un petit point de divergence avec Aurélie là-dessus, mais je crois que
c'est très difficile d'aller débattre d'algorithmes avec Aurélie Jean. C'est un petit peu la grande papesse de ces questions, en tout cas en langue française. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe un petit peu aujourd'hui. Le problème, c'est pas tant les algorithmes ou pas les algorithmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisme aujourd'hui représentant de l'intérêt collectif, de l'intérêt citoyen, qui mesure les algorithmes comme peut-être certains goûtent le Coca-Cola. Je comprends bien que nous n'ayons pas le droit de savoir quelle est la formule magique du Coca-Cola. J'aimerais bien que quelqu'un de l'intelligence et de la compétence d'Aurélie Jean soit sollicité par la puissance publique pour nous dire ce qu'il y a dans l'algorithme de Facebook, par exemple. Et la modération, notamment. Comment est-ce qu'on la modération, c'est une autre question. Ça, c'est leur volonté de ne pas investir dans d'autres langues que l'anglais. C'est ce que raconte Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte, que j'ai eu la chance de rencontrer et de passer 1 heure avec elle. Mais je crois effectivement, et je crois que le grand manque, c'est peut-être que nous n'ayons pas de système public de contrôle sur ces algorithmes. Alors moi je pense qu'il faut plus de pragmatisme. Si on devait vérifier chaque algorithme qui est développé aujourd'hui, honnêtement je préfère qu'on mette l'argent dans la recherche sur l'intelligence artificielle en Europe que de payer des gens à contrôler. Je pense que ce qui est plus intelligent, si je puis me permettre Thomas, ce qu'il faut faire pour être pratique, c'est qu'il faut avoir des régulations qui imposent aux acteurs d'avoir des bonnes pratiques de développement et de tests et d'usage et de déploiement de ces algorithmes, et de tests une fois que les algorithmes sont parfois utilisés par des dizaines de millions d'utilisateurs. Et s'il y a un scandale, comme les erreurs que vous avez très bien expliquées au début, à ce moment-là, on fait un audit externe, on vérifie si la société en question développe bien ces algorithmes, et si elle ne le fait pas, elle a une amende sévère, comme dans le cas du RGPD, qui monte jusqu'à 3% du chiffre d'affaires, plus l'obligation de se mettre en conformité selon un temps raisonnable. Et surtout, la transparence des algorithmes, moi je ne la défends pas du tout, et j'en parle dans le livre, parce que si on demande à tous les acteurs de publier leurs algos, premièrement, d'un point de vue scientifique et technique, ça va aider un peu, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est expliquer. Expliquer, ça veut dire appliquer des calculs mathématiques d'explicabilité sur ces algorithmes pour aller extraire la logique de fonctionnement. Et ça, de manière très limpide pour tout venant que nous sommes. Mais c'est hyper important, parce que les algorithmes, ils ont une logique. On peut l'extraire statistiquement. Pour ça, il faut le faire avant de les développer. Donc on le fait sur les jeux de données, on le fait pendant le calcul et on les fait une fois qu'ils sont utilisés. Si on ne fait que rendre transparent les algorithmes, on ne pourra appliquer que les méthodes post-entraînement. Donc on va rater toute une partie de l'explicabilité. Alors, un exemple. Pardonnez-moi, les Rohingyas, minorité musulmane en Birmanie, persécutée, expulsée, etc., vient de se retourner juridiquement contre des GAFA parce que Facebook notamment, notamment parce que ces réseaux sociaux avaient véhiculé par leurs algorithmes les discours de haine qui aboutissent à leur persécution. Est-ce qu'on a le temps d'être intelligent, pragmatique et technique quand des discours parallèles de haine, des protocoles de chassage de sion multipliés, démultipliés, s'installent dans nos consciences? Et vous avez entièrement raison, mais ça pour moi c'est plutôt une décision politique que scientifique. Il y a d'une part d'aller suivre ces algorithmes et du coup d'imposer aux acteurs de bien les développer parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas testés comme il faut. Parlez-nous de politique. Et si maintenant c'est alors moi je ne suis pas politicienne donc j'aurais du mal, mais par contre ce que je peux vous dire c'est que c'est une décision politique, c'est-à-dire, et je ne connais pas la solution, c'est de faire en sorte que ces plateformes, comme ça a été dit dans l'extrait qui a été montré, ce ne sont pas que des hébergeurs, ce sont des éditeurs. Et ça ils refusent de l'admettre. C'est-à-dire que parce qu'ils vont proposer du contenu et le hiérarchiser, c'est un éditeur aussi. C'est justifié, cette réclamation, cette plainte qui réclame 150 milliards de dollars à Facebook? En fait, le problème, c'est pas tant est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié, c'est qu'est-ce qu'en pense Facebook. Facebook a de lui-même fermé les pages des leaders de la junte birmane parce que l'entreprise a compris l'impact qu'avaient ces publications dans la population birmane. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est très désagréable avec les GAFA d'une manière générale. C'est ce qu'explique la gigantesque chercheuse américaine Shoshana Zuboff, c'est une autre, dans son livre « L'ère du capitalisme de surveillance », c'est que quelque part ces entreprises savent qui sait et ils décident de qui doit savoir. Ça veut dire que quelque part, face aux GAFA, face aux monstres de la technologie, nous sommes revenus à l'époque de la Rome antique, mais nous ne sommes pas des citoyens ni des sénateurs. Nous sommes des esclaves. Et cette citation n'est pas de moi, elle est de Shoshana Zuboff, qui est très très loin d'être considérée comme une gauchiste révolutionnaire. C'est une femme extrêmement sérieuse, extrêmement... Dites dangereuse gauchiste, ça va ensemble souvent. Effectivement, ça pourrait aller ensemble. Non, je crois qu'il y
il y a une vraie légitimité à ce que les citoyens se tournent face aux GAFA. Et je pense quelque part que le moment où Facebook décide non pas de censurer Donald Trump, hein, c'est pas vrai, ils n'ont pas censuré Donald Trump, ils ont juste privé un utilisateur de la plateforme qui ne respectait pas la plateforme. Comme ça arrive tous les jours. Comme ça arrive tous les jours. Mais je crois qu'ils ont... je vais mettre mes petits 2 centimes de sagesse sur la table. Je pense que de la même manière que Facebook craint d'être accusé de complicité de génocide en Birmanie, eh bien, il puisse un jour être accusé de complicité de tentative de coup d'État aux États-Unis en ayant permis la diffusion par Donald Trump, par le mouvement QAnon, par tout un tas d'acteurs politiques aux États-Unis de toutes ces horreurs. Je crois qu'il y a quand même quelque chose que nous raconte Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte, ex-salariée de Facebook, elle nous raconte 3 choses. La première, c'est que Facebook, oui, mais ça va aller très vite. Le problème de Facebook, c'est avant tout Facebook. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise dans laquelle il n'y a pas de politique de contre-pouvoir, de gouvernance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, personne ne peut contrecarrer le pouvoir de M. Zuckerberg. Il possède 55% des actions de la boîte. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas une seule grande entreprise au monde qui est aussi monopolistique dans le capital. La deuxième chose, c'est que les gens de Facebook ne savent plus très bien comment fonctionne Facebook, à tel point qu'ils sont obligés de créer des faux profils pour savoir comment fonctionne la plateforme. Ce qui est assez rigolo pour moi, qui ai passé mon temps à faire ça depuis des années, et à qui Facebook a dit systématiquement que mon travail ne valait pas un clou. C'est drôle de voir que Facebook le fait. Le troisième point, c'est que à un moment, ils ne pourront pas continuer à nous dire « nous avons besoin d'être régulés ». Et refuser systématiquement toute forme d'intrusion, non pas dans leur secret professionnel, mais au moins dans un tout petit peu plus de transparence. Je vais vous faire écouter quelque chose, ça n'a rien à voir. Mathieu Conquet, il passe à la moulinette différents morceaux de musique, Dexys Midnight Runners et leur tube sous amphétamine, Come on Eileen. Changement de registre. À la loupe aujourd'hui, un parfum d'Irlande caché dans le rock. En 1982, le groupe anglais Dexys Midnight Runners publie l'album To Rye A, qui s'impose parmi les meilleures ventes de l'année en Angleterre et sera numéro 1 aux États-Unis. À la manœuvre, le chanteur et compositeur Kevin Rowland, fils d'immigrés irlandais, à la personnalité exaltée et mystique. Le look salopette, par exemple, c'était son idée. La jeune Eileen qu'il évoque a véritablement existé, ce fut même son premier amour. Rowland emprunte la musique du refrain à un morceau paru 10 ans plus tôt. Musicalement, le rock tranche avec tout ce qui s'écoute alors. Aucun synthétiseur, mais un banjo, un accordéon et un violon irlandais qui renvoie dès l'introduction à un air plus ancien. En plus de ses racines irlandaises, Kevin Rowland fait aussi référence à un chanteur célèbre des années 50, Johnny Ray. Sorte de maillon manquant entre Frank Sinatra et Elvis, mal connu en France, Johnny Ray a fait pleurer des générations d'Anglais et d'Américains avec la chanson Cry. Mais revenons-en à ce qui nous remue encore et toujours à l'écoute de Come on Eileen, ce changement de tempo. D'abord ralenti, puis accéléré comme une bonne vieille gigue irlandaise, qui a fait de cette Eileen un motif de danse jamais épuisé. Moralité, les tubes, comme les icebergs, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Eh oui, c'était bien, Claude, quand on était jeune. Voilà, c'est la fin de ce hors-série. Merci Thomas Huchon de nous avoir rejoints. Merci Aurélie Jean. Je rappelle, aux éditions de l'Observatoire, les algorithmes font-ils la loi ?
C'est assez dense et c'est passionnant. Merci d'être venu après la publication de votre dernier essai. On se quitte avec un clin d'œil à vous, Aurélie Jean. Vous avez tant aimé les mathématiques. Eh bien, voici un groupe de New Wave parisienne qui s'appelait Mathématiques modernes. Tous les schnocks du Palace s'en souviennent. Ça date de 1980. Ça s'appelle Disco Rough. Vous n'étiez pas né, vous êtes une enfant. À demain. Tchuss.